ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier. Bonjour. C'était il y a exactement un jour près, 4 mois, le 26 juillet dernier. Nous étions 30 millions de téléspectateurs en France, presque 2 milliards dans le monde, à vivre en direct ce moment extraordinaire où Céline Dion chantait l'hymne à l'amour dans le ciel de Paris, sur le toit de la Tour Eiffel. Nous venions alors de vivre un moment assez extraordinaire, comme seule la France peut le faire à l'issue d'une des cérémonies les plus mémorables des Jeux Olympiques, d'ouverture des Jeux Olympiques, où la France donnait à voir au monde entier ce qu'elle a de meilleur. Son inventivité, son audace, sa créativité, son panache, sa diversité. Je m'appelle Emmanuel Chin. Mon métier, avec mes équipes, c'est de raconter des histoires, de produire des récits qui vont nous toucher, nous rassembler. Et si j'ai choisi cet extrait, c'est parce que nous venions alors de vivre un moment extraordinaire de rassemblement, ces moments dont nous avons besoin, qui nous permettent de vivre ensemble et qui sont devenus de plus en plus rares. Je crois au pouvoir des histoires qui forgent des imaginaires communs. Ces histoires que les chefs de village africains, chers à Nicolas Dufourcq, racontent sous le grand bananier de la place du village aux enfants, celles que nous partageons avec nos proches, celles que nous transmettons de génération en génération, celles que les écrivains, les poètes, les scénaristes, les réalisateurs créent, inventent au fil des époques pour nous émouvoir, nous divertir, nous toucher, nous raconter la complexité du monde et sa réalité. Je crois à ce pouvoir des histoires et je suis, parce que l'homme, depuis la nuit des temps, a ce besoin vital d'histoire, comme l'eau qu'il boit, le pain qu'il mange, l'air qu'il respire. C'est sa façon de se confronter à lui-même et à ce qu'il y a de plus vivant en lui. Et je crois à ces histoires qui nous rassemblent, parce que c'est ce qui nous permet, encore une fois, de partager quelque chose ensemble. Je suis un enfant de la télévision. Et la télévision, pendant longtemps, a eu ce pouvoir de nous rassembler. Ce pouvoir assez magique. Je vais vous citer un exemple que vous avez tous vécu. Vous avez par exemple, chez vous, le DVD de La Grande Vadrouille, ce film qui célèbre le génie de la comédie française avec De Funès, Bourvil, Gérard Houry. Vous n'allez pas forcément le regarder. Et si, ce DVD, et si un soir, La Grande Vadrouille passe à la télévision, et ça on l'a prouvé dans les audiences, à chaque fois ce sont des millions de Français qui partagent ce moment ensemble. Lorsque j'ai créé Capital, il y a 30 ans, il y avait seulement 5 chaînes de télévision. En 30 ans, nous sommes passés de 5 chaînes de télévision à plus de 100 chaînes sur les box, aux plateformes Netflix, Amazon, Disney et tant d'autres qui nous offrent une quantité incroyable de contenus extrêmement attractifs, sans compter les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube, avec une quantité infinie de contenus. En 30 ans, nous dormons 1 heure de moins par jour. Nous travaillons 3 jours de moins par mois. Nous passons 20 minutes de plus chaque jour dans les transports. Et tout ce temps libre gagné, nous l'avons consacré à consommer, entre guillemets, des contenus, des récits sur tous ces écrans. Il y a 30 ans, on passait en moyenne 3h58 par jour devant un écran qui était essentiellement celui de la télévision. Aujourd'hui, c'est en moyenne 6h20 par jour et 7h20 pour les plus jeunes qui consomment une multiplicité d'écrans. On consomme pratiquement 2 fois plus d'écrans sur des écrans 20 fois plus petits, comme celui de ce smartphone, 30 fois plus de contenus qui sont beaucoup plus courts, avec 20 fois moins de temps accordé à chaque contenu. Et ça, c'est une réalité extrêmement forte. Quand j'étais gamin, et que j'allais à l'école avec mon père, j'écoutais la radio avec lui. Nous partagions avec mes parents des programmes de télévision parfois, des débats, des émissions, des films.
Ce qui m'a permis, pas seulement bien sûr, il y avait aussi les rencontres, les livres, la vie, mais de partager des choses qui étaient un peu au cœur de mon éducation. Aujourd'hui, nous sommes tous isolés sur nos smartphones, avec en même temps ces algorithmes qui, en identifiant extrêmement bien ce qui nous plaît, lorsque nous scrollons, nous renvoient ce qui va nous plaire et quelque part nous enferment dans des récits qui nous plaisent, qui nous confortent dans nos idées, dans nos convictions. Cette réalité-là, elle est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'au moment où ces consommations s'individualisent et où le pouvoir de la télévision de nous rassembler s'affaiblit, eh bien, il y a une réalité qui fait que nous partageons beaucoup moins de récits ensemble. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'ai rencontré Fidji Simo, qui était la numéro 2 de Facebook. Et j'étais assez impressionné. C'est une jeune femme française qui avait fantastiquement réussi. Elle me dit, mais vous savez, je suis très touché de vous rencontrer parce que quand j'avais 13 ans, mon père était pêcheur à Sète, le village de Sète, et le moment que nous partagions ensemble, c'était quand on regardait Capital à la télévision, et ça m'a forgé mon goût de l'entreprise, de l'économie. Il y avait ce moment de partage avec son père. Si je vous raconte ça, c'est pas pour regretter le passé, parce qu'il faut vivre évidemment avec son époque, et il y a des choses fantastiques qui émergent. Mais c'est parce que je voudrais partager avec vous la responsabilité qui est la nôtre, producteur de récits, dans la société d'aujourd'hui. Dans la société d'aujourd'hui, il y a effectivement ces récits individualisés, augmentés par les algorithmes, qui, je crois, renforcent les fractures identitaires qui sont les nôtres. Dans une société assez fracturée, chacun enfermé dans ses propres récits, les fractures augmentent. Fractures générationnelles entre les jeunes et les vieux, fractures sociales entre les pauvres et les riches, fractures territoriales entre la France et la province. Je crois que, poussés par les algorithmes et ces récits communautaires, ces fractures s'élargissent. Alors en même temps, je veux rester plein d'espérance, mais il est important quand même d'être très conscient de cela. Et la conséquence donc de cela, c'est qu'on est un peu enfermé dans ses propres récits. Alors bien sûr, il y a eu la parenthèse fantastique des Jeux Olympiques. Elle nous réjouit, parce que c'était un moment de communion tous ensemble. Et d'ailleurs, on en a eu tellement besoin, on était tellement heureux, qu'il faut que ces moments, on puisse les retrouver. Il n'empêche, pardon d'être encore un petit peu, pas du tout pessimiste, parce que mon tempérament était vraiment très optimiste, mais lucide. Il n'empêche qu'aujourd'hui, en l'absence de récits qui nous rassemblent, avec des récits communautaires qui se multiplient et qui prospèrent, nous sommes un peu assis sur une cocotte minute. Si j'ose une comparaison avec la crise démocratique un peu qui nous menace, la part de marché de TF1 est passée à 20%, c'est à peu près le score du candidat qui arrive en tête au premier tour d'une présidentielle. 20% d'électeurs qui votent pour lui, si on tient compte des abstentions. Quand on n'est pas capable ensuite de réunir au-delà, évidemment, il y a une crise de représentativité qui est assez forte. Si on ajoute à ça que pour faire le buzz, pour faire de l'audience sur les réseaux, eh bien, le discours qui marque, c'est le discours qui simplifie, le discours un peu outrancier, eh bien, il faut reconnaître les choses lucidement et essayer de combattre cela. La nuance, elle, aujourd'hui, elle ne fait plus d'audience. Il est très difficile de rendre compte de la complexité des choses. Je suis frappé dans un domaine que j'aime beaucoup, qui est l'économie, de l'appauvrissement du débat, du manque de récits communs qui nous embarquent et qui racontent le monde qui change. Cet appauvrissement du débat, et cette inculture économique qui est liée à ça en général, permet aux discours les plus démagogiques de prospérer. Si je devais créer Capital aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, je commencerais sur les réseaux sociaux, avec les armes des réseaux sociaux, avec un discours porn, impactant, accrocheur, mais qui rend compte de la complexité et de la réalité des choses, sans trop la simplifier. Et puis avec des formats plus longs, comme le font les plateformes, avec des récits documentaires immersifs, extrêmement haletants, qui peuvent nous embarquer. Donc au moment où le lien identitaire s'effrite,
où les discours simplificateurs prospèrent, je reste malgré tout plein d'espérance. Plein d'espérance parce que ce besoin de récits qui nous rassemblent est criant et parce que de nouvelles voies émergent. Ce besoin est criant, on l'a vu avec les Jeux Olympiques, on le voit dans les concerts live de musique, où il y a de plus en plus de monde, on le verra quel que soit le fait religieux, j'en suis certain, au moment de la réouverture de Notre-Dame. Ce besoin de se rassembler autour de choses fortes est très important. Et des nouvelles voies émergent. Des nouvelles voies, je prends l'exemple par exemple dans les youtubeurs qui ont été extrêmement décriés parfois. Récemment, Inoxtag, Inès Benazouz, de son vrai nom, youtubeur avec une communauté incroyable, s'est coupé des écrans pendant 6 mois pour aller gravir l'Everest, en disant les écrans, il ne faut pas s'enfermer dedans, je me lance un défi. Il a été suivi par plus de 40 millions de personnes sur YouTube, et majoritairement des gamins entre 10 et 15 ans. Moi j'ai des enfants d'une collaboratrice qui me disait, elle me racontait que ses enfants étaient allés au cinéma pour la première fois voir ça et revenaient bouleversés en disant « Maman, je ne peux pas t'en parler, c'est trop émouvant, mais une chose est sûre, je vais m'éloigner des écrans. » Donc il y a quand même des nouvelles voix qui émergent, des nouvelles voix sur la scène musicale. Le mois dernier, si vous regardez les 10 albums les plus vendus, 7 venaient de jeunes issus de l'immigration qui ont moins de 30 ans. Donc des nouvelles voix émergent absolument partout. Des nouvelles voix d'artistes aussi qui, face à la violence de la société, aux tensions de la société, combattent avec une forme d'outrance aussi, mais une outrance non pas qui simplifie et qui réduit, une outrance qui transgresse, qui transcende, qui touche, comme les tableaux magnifiques qui ont fait polémique, comme le disait Nicolas, mais qui étaient incroyables, de Thomas Joly, lors de la cérémonie d'ouverture. Et il y a sur la scène, sur les scènes, des artistes comme Elena Nagapetian sur le rapport aux femmes, aux couples, au sexe, aux enfants, Jarry sur l'homosexualité, Artus, seul en scène, sur le handicap et sur tous les tabous, qui, eux, transgressent et réunissent bien au-delà de leur communauté. Donc il faut rester évidemment plein d'espoir pour retrouver le sens de récits qui vont tous nous embarquer et nous réunir. Alors quels sont les récits qui nous embarqueront et nous réuniront demain ? C'est difficile de le dire, mais c'est le cœur de mon métier, d'être à l'écoute de ces nouvelles voix, de les amener à permettre de raconter ces histoires qui vont nous réunir. Et c'est ce qui m'anime profondément en tant que producteur depuis plus de 35 ans que je fais ce métier. Je pense que les nouvelles voix demain ne seront pas forcément celles des stars, seront peut-être des anonymes très ancrés dans la réalité, mais qui auront cette part de supplément d'âme pour nous embarquer. Tout à l'heure, André parlait de la création, de l'improvisation, la magie de la création. Cette magie-là sera toujours extrêmement présente. Moi, j'ai été très heureux de voir que des films de cinéma, par exemple, que personne n'avait imaginé réunir autant de monde, comme un petit truc en plus de Artus, ou L'amour ouf, ce film incroyable. Personnellement, j'ai adoré ce film, qui est le film d'une génération, comme l'a été 37.2 le matin, ou comme l'a été Le Grand Bleu pour d'autres générations. Bon, ça, c'est des moments de création extraordinaires. Pour finir, la ministre parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle, qui va être un des grands défis de la création demain. Moi, je souscris complètement à ce qu'elle a dit. Je crois que c'est une opportunité, une chance dont il faudra se saisir, dans un cadre bien évidemment très éthique et très maîtrisé. Il y a des écueils, on les connaît, mais plutôt que de le subir, il faut complètement l'accompagner, parce que tout ce que l'intelligence artificielle permettra de libérer, ça sera pour nous permettre, vous, créateurs, toute cette industrie et ceux qui les accompagnent, les producteurs et autres, de se concentrer sur la chose la plus essentielle. Une intelligence artificielle, elle ne souffre pas, elle n'a pas forcément d'émotion, donc se concentrer sur ce supplément d'âme, cette authenticité, cette singularité, ce rapport à la vérité, tout ce qui fait la force immatérielle d'un récit, des récits qui, demain, dans cette société multi-écran, évidemment, doivent nous guider pour trouver des hits, et des hits qui vont nous rassembler, nous permettre de mieux vivre ensemble. Merci.